mon titre, mon poste, c'est Waste Policy Officer, donc je suis les politiques européennes en matière de gestion des déchets. Et aujourd'hui, je vais essayer de donner un aperçu un peu de tout ce qui est fait au niveau européen et de vous donner un petit peu une vue d'ensemble. J'ai bien conscience que le titre de la présentation, c'est pas le titre le plus sexy possible, mais bon, on va essayer de rendre ça un petit peu sympathique et en essayant de vous donner un point de vue global. Avant tout, je vais faire une petite présentation de Zero Waste Europe pour ceux qui connaissent pas forcément ou pas très bien. Donc, on est une ONG active depuis 2010. On est basé à Bruxelles. Et Zero Waste Europe, comme EIB, est à la tête d'un réseau d'ONG qui agissent au niveau national. Et donc, il y a 31 ONG dans ce réseau, présentes dans 27 pays. Et donc, le but, comme Zero Waste France, c'est d'éliminer les déchets de la société et d'atteindre une Europe qui est Zero Waste. Et on est aussi la branche européenne de l'Alliance internationale pour les alternatives à l'incinération. Et donc, c'est une organisation, un mouvement international qui a pour but de limiter le plus possible l'incinération des déchets. En anglais, c'est Gaia. Qu'est-ce qu'on fait? On a 3 domaines d'action principaux. Le premier, c'est soutenir les ONG, les groupes locaux, les communautés locales. C'est ce qu'on fait notamment à travers le réseau et peut-être promouvoir des bonnes pratiques et, comme ce que je fais là, transmettre la législation européenne. Le deuxième domaine d'action, c'est changer la législation européenne à travers les actions de lobby qu'on mène à Bruxelles. Et le troisième, c'est guider les villes vers une transition Zero Waste à travers le programme des villes et communautés Zero Waste. Juste ça, c'est un petit exemple d'un type d'action qu'on a fait à Bruxelles, qui était durant les négociations pour la directive plastique à usage unique. Il y a un dragon qui crache du plastique devant les institutions européennes et c'était une action de lobby. Même si dans les faits, la majorité des actions de lobby, c'est plus des lettres ou des rendez-vous qui sont pas aussi rigolos que ce dragon. Voilà. Ensuite, le programme des villes Zero Waste en Europe. Pour l'instant, il y a 400 municipalités qui sont engagées dans une stratégie Zero Waste et dont Capanore, que vous allez voir après. C'est tout un réseau de contacts locaux et nationaux via le réseau Zero Waste Europe, mais ce n'est pas nous qui agissons sur le terrain, c'est évidemment les ONG nationales. Et il y a aussi des programmes similaires en Asie, en Amérique latine, en Afrique, et notamment des très bonnes villes dites Zero Waste en Asie, avec des très bons résultats. Si vous êtes curieux d'en apprendre plus, justement, nous, notre but, c'est quand il y a une bonne pratique au niveau européen dans un pays, c'est d'un peu la mettre en lumière et de la disséminer un petit peu partout en Europe. Et donc ça, ce sont des cas d'études qu'on a fait, qu'on écrit pour un petit peu essayer de simplifier toute l'initiative. Et notamment en France, on a fait un cas d'étude sur Besançon et leur stratégie de compost communautaire et aussi la démarche zéro déchet de Roubaix. Mais il y a aussi, par exemple, Capanori, dont Lucas Menessini va parler juste après. On a aussi le Zero Waste Master Plan, qui est un petit peu le master plan, je ne sais pas comment traduire ça, mais le guide général sur comment mettre en place une démarche Zero Waste pour une ville, qui a été, on va dire, rénové cette année et il y a une traduction en français. Et donc, ce master plan ou ces cas d'études, vous pouvez les trouver sur le site qui est en haut de la slide, zerowastecities.eu. Voilà. C'est en anglais, mais là, pas mal de cas d'études sont traduits en français, de même que le master plan. Donc, voilà. C'est aussi accessible. On essaie de rendre ça accessible un peu à tout le monde en Europe en traduisant. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet en expliquant un petit peu les changements majeurs au niveau européen, en rappelant ces changements majeurs. Le premier gros changement, c'est le paquet économie circulaire et les nouvelles directives européennes. Le paquet économie circulaire, c'est d'abord
disons, une stratégie politique qui a été adoptée en 2015 avec le mandat européen précédent, mais il s'est traduit concrètement par la mise à jour de 3 directives en 2018, dont la directive relative aux déchets, la directive relative aux emballages et aux déchets d'emballage et la directive concernant la mise en décharge des déchets. Et donc, comme ils ont été révisés, adoptés en 2018, le délai de transposition est de 2 ans. Donc, ce sont des directives qui doivent être transposées, qui auraient dû être transposées depuis le 5 juillet 2020. Il me semble qu'en France, justement, ça a été fait à travers la loi anti-gaspi, mais ce n'est pas le cas partout en Europe. Ah, j'entends maintenant, mais je n'ai pas d'image. Ah. Il y a quelqu'un qui parle. Bon, je continue. Oui, je vais essayer, mais pourquoi j'ai le son? Alors, on vous invite à bien couper votre micro, s'il vous plaît, oui, quand vous vous connectez. Parce que j'arrive pas à l'éteindre, j'arrive pas. Eh ben, on va le couper. Merci. Ok, merci. Et donc, comme je disais, ces directives qui ont été adoptées en 2018, elles doivent être transposées dans un délai de 2 ans. Et donc, 5 juillet 2020, je sais qu'en France, c'est fait, mais certains pays européens sont en retard. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est un nouveau cadre législatif pour les déchets en Europe, qui change beaucoup au niveau de la gestion des déchets et des obligations. À la suite de ça, et l'année d'après, donc c'était l'an dernier, il y a une stratégie plastique qui était déjà là avant et qui s'inscrit dans le cadre de l'économie circulaire. Mais ce qu'il y a eu de nouveau, c'est la directive plastique à usage unique. Donc les directives dont j'ai mentionné sur la slide avant, elles ont été mises à jour. Elles étaient déjà là avant, elles ont été révisées avec de nouveaux objectifs. La directive plastique à usage unique, c'est une nouvelle directive qui a été adoptée en 2019 et qui est assez novatrice, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais eu. Comme son nom l'indique, elle concerne les plastiques à usage unique. Ayant été adoptée en 2019, elle doit être transposée au niveau européen d'ici le 3 juillet 2021. Encore une fois, il me semble qu'en France, la majorité a été faite à travers la loi anti-gaspi. Et comme pour les directives d'avant, c'est un nouveau cadre législatif pour les plastiques à usage unique. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs qui sont contraignants concernant la prévention de certains plastiques. C'est tout simplement certains plastiques, ceux qu'on retrouve le plus sur les plages, qui vont être interdits de vente, qu'on n'a pas le droit de les mettre sur le marché, dès lors qu'il y a une alternative possible. C'est dans la conception, par exemple pour les bouteilles en plastique, s'assurer que le petit bouchon est attaché. La collecte, il y a un objectif de collecte des bouteilles en plastique en Europe qui est de 90% d'ici 2029. Les filières REP avec de nouvelles mesures qui doivent être couvertes à travers les filières REP. Donc pour certains, c'est par exemple les coûts de nettoyage sur les plages qui vont être inclus dans les filières REP. Pour certains emballages aussi, la teneur en plastique recyclé, donc qui doivent contenir par exemple 30% de plastique recyclé dans la conception. Les objectifs de cette directive plastique à usage unique et de ces directives sur la gestion des déchets, le but c'est d'abord de réduire les déchets et leur impact sur l'environnement. Ensuite, c'est réduire l'usage des ressources totales, mais aussi d'améliorer l'efficacité lorsqu'on utilise ces ressources. Pour cela, les gros objectifs, les principaux objectifs, ça a été, qui doivent être atteints d'ici 2035, c'est 65% de préparation en vue de réemploi et de recyclage et 70% de recyclage des déchets d'emballage d'ici 2030, avec, je détaille juste un petit peu après, des objectifs spécifiques par matériau. Et enfin, maximum 10% des déchets enfouis d'ici 2035, sachant que pour ces objectifs-là, on parle de déchets ménagers. Ça ne concerne pas les déchets industriels, par exemple. Voilà, donc là, c'est une slide avec beaucoup d'informations, mais vous pouvez trouver ça en ligne. C'est tous les objectifs, ou les gros objectifs en matière de recyclage, les objectifs généraux pour le recyclage et le réemploi, l'enfouissement, mais aussi pour les emballages. Et enfin, tout en bas, vous pouvez voir, c'est l'objectif de collecte. Donc, c'est les boissons, bouteilles pour boissons, c'est 3 litres maximum. C'est les bouteilles de 3 litres
maximum. Et le 90%, il n'est pas pour 2030. L'objectif de 90% est pour 2020. Voilà. À droite, c'est une calendrier, une timeline qu'on a développée avec justement EIB, qui liste toutes les actions, toutes les nouvelles propositions de l'Union européenne, les objectifs, les obligations, jusqu'en 2040. Là, je l'ai juste mis, mais ça va, à mon avis, c'est un peu compliqué à lire, mais si vous allez sur le site, c'est sur le site de l'EIB, ce calendrier, il est interactif. Donc, pour chaque obligation, vous cliquez et vous avez un lien qui vous renvoie vers de la documentation qui est intéressante pour l'obligation sur laquelle vous avez cliqué. Donc, c'est une ressource vraiment très, très utile pour avoir tout dans un seul lieu pour comprendre les obligations et les échéances européennes. Voilà. Maintenant, un petit peu plus en détail sur la gestion des déchets. Ce qu'il y a de nouveau à travers toutes ces directives, c'est que la hiérarchie des déchets est un principe directeur. C'est ça qui va un petit peu guider les décisions européennes en matière de gestion des déchets. Et notamment pour aller vers le haut de la hiérarchie des déchets, plus vers l'aspect prévention, il y a beaucoup l'incitation et recommande des incitations économiques comme la tarification incitative qui est mise en place par exemple à Besançon, si je ne me trompe pas, mais aussi des systèmes de consignes pour recyclage, notamment pour la collecte des bouteilles en plastique. Et la règle générale, c'est que les déchets doivent être collectés séparément, le plus possible afin d'assurer un recyclage de qualité. Enfin, ce qui change aussi, c'est que ne compte comme recyclé que ce qui va être réellement recyclé. C'est-à-dire qu'avant, en Europe, il y avait 4 méthodologies différentes pour calculer les taux de recyclage. C'est-à-dire que pour certains pays, simplement ce qui était collecté pouvait être compté comme recyclé. Maintenant, il y a une nouvelle méthodologie qui a été adoptée en 2019, mais qui ne sera comptabilisée que pour les objectifs de recyclage de 2025. Mais avec cette nouvelle méthodologie, on a un outil beaucoup plus précis pour calculer ce qui est véritablement recyclé. C'est vraiment ce qui entre dans le processus de recyclage. C'est pas ce qui est collecté, c'est pas ce qui est trié après la collecte, c'est vraiment ce qui entre dans le processus de recyclage. Ça, c'est très important parce que ça change beaucoup et ça oblige à avoir beaucoup plus de rigueur dans la collecte. Sur la collecte séparée, je l'ai dit, l'idée c'est que les déchets doivent être collectés de manière séparée par type et nature de déchets, éviter le plus possible les mélanges. Et ça, l'objectif, c'est d'assurer le bon fonctionnement de la préparation pour le réemploi et le recyclage, parce que si on veut un recyclage qui soit de qualité, il faut que les flux de déchets soient les plus purs possibles. Donc, si certains déchets qui doivent être recyclés sont un petit peu mélangés avec des biodéchets, par exemple, il peut y avoir un taux de contamination ou un taux d'impureté qui va faire que les déchets vont pas être recevables pour le recyclage ou ça va pas être suffisamment rentable pour qu'à la fin, ce qui va être recyclé, donc les matières secondaires après le recyclage, vont avoir une valeur sur le marché. Par exemple, pour le plastique, si le plastique il est trop contaminé avec trop d'impuretés, le plastique qui va être recyclé, il va être de moins bonne qualité par rapport au plastique vierge, et donc on ne va pas arriver à le vendre, et ça va être toute la problématique autour des filières de recyclage. Voilà, je ne vais pas plus loin là-dessus. Pour les matériaux, les obligations de collecte séparées, c'est papier, verre, métaux et plastique depuis 2015. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a les biodéchets, qui jouent un rôle important dans la qualité du recyclage. Et ça doit être, bon, vous le savez, mais ça doit être mis en place d'ici la fin 2023. Textile avant 2025 et les déchets dangereux. Il me semble aussi qu'il y a pour certaines huiles les déchets d'huile qui doivent être collectés. Il me semble que j'ai oublié de le mettre là. Bon, enfin bref. La collecte mélangée. Collecte mélangée, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais c'est par exemple quand les bouteilles en plastique vont être, le plastique va être collecté avec le carton, le papier carton ensemble, par exemple. C'est possible, mais seulement quand ça remplit certains critères, c'est-à-dire que la qualité n'est pas affectée et au niveau environnemental, ça ne change rien. C'est toujours aussi positif.
Et donc, il y a la possibilité d'avoir une collecte mélangée. Donc là, j'ai fait un point sur ce qui a été voté, ce qui est acté et les nouvelles échéances européennes. Maintenant, je vais juste très brièvement parler de ce qui arrive ensuite. Et parce que là, il y a une nouvelle Commission européenne qui est là depuis 2019, avec un nouveau plan d'action pour l'économie circulaire et qui va évidemment changer encore une fois le paysage européen avec des objectifs contraignants de réduction des déchets. De la même manière qu'il y a des objectifs contraignants de recyclage des déchets, l'idée aujourd'hui, c'est peut-être d'avoir un objectif contraignant de réduction des déchets, que ce soit les déchets en général ou par flux de déchets. Par exemple, une réduction, un objectif de réduction contraignant du gaspillage alimentaire ou des déchets plastiques. Ensuite, il y a un objectif qui a été affiché, qui est clair, qui est de réduire de moitié la génération de la production d'OMR, donc de déchets résiduels d'ici 2030. Il y a aussi stopper l'export de déchets européens en dehors de l'UE ou avoir une harmonisation des systèmes de collecte en Europe. Cette harmonisation des systèmes de collecte en Europe, ça va sûrement pas être quelque chose de contraignant, mais plutôt des sortes de recommandations, des guidelines pour avoir une certaine harmonie en Europe. Et c'est ce que je mets à la fin. C'est l'équivalent, ce plan, c'est l'équivalent d'une feuille de route politique, un peu comme la feuille de route économie circulaire en France. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a rien de contraignant. C'est juste les ambitions politiques du nouveau mandat en Europe. On ne sait pas trop ce qui va arriver, mais c'est possible que certaines directives soient mises à jour avec des nouveaux objectifs ou qu'il y ait des nouvelles directives ou qu'il y ait des nouvelles guidelines. Voilà. Mais ce sont les ambitions qui sont affichées et qui se concentrent beaucoup sur la réduction des déchets. Avant, c'était le récent paquet économie circulaire, c'était beaucoup sur le recyclage. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus sur la prévention en amont des déchets. Maintenant, comme c'est le sujet de cette conférence, je vais faire un petit zoom sur les biodéchets, un rappel du calendrier européen. Donc, comme en 2018, il y a une obligation de collecte des biodéchets qui doit être mise en place en 2023. Avec cette obligation doit venir une méthodologie sur le recyclage des biodéchets. Cette méthodologie, elle a été adoptée en 2019. Elle explique comment calculer et comment reporter le pourcentage de recyclage des biodéchets. Et ce qui est nouveau, ou voilà, ce qui était un petit peu questionné, c'était que faire du compostage domestique ou du compostage quand il y a des chalets de compostage, par exemple. Et ben, cette méthodologie inclut le compostage domestique chez soi ou en communauté dans le recyclage des biodéchets. Avec deux manières de calculer ça. Si ce compostage domestique il compte pour plus de 5% de tous les biodéchets recyclés, il va y avoir une méthodologie très précise. Si c'est moins de 5%, comme c'est un peu négligeable, la méthodologie est beaucoup plus simple pour calculer ça. Voilà. Donc ça a été adopté en 2019. La suite, c'est qu'en 2023, il y a une obligation de tri des biodéchets à la source qui doit être mise en place en Europe. Et enfin, en 2027, ce qui change, c'est que les biodéchets qui allaient en usine de tri mécanobiologique ne comptent plus comme du recyclage. Ce qui sort, les biodéchets, on va dire, compostés, traités, stabilisés à la suite d'une usine de TMB, en 2027, ils ne compteront plus comme recyclés parce qu'on ne peut pas faire grand-chose avec, on est obligé de les enfouir, donc ils vont compter comme de l'enfouissement. Donc c'est une incitation à vraiment mettre en place le tri à la source pour avoir un recyclage des biodéchets. Enfin, juste pour conclure, ça c'est une étude que Zero Waste Europe a publiée en juin 2020 qui fait un état des lieux de la collecte des biodéchets en Europe. Et ce qu'on voit, c'est qu'en Europe, pour l'instant, il n'y a que 34% des biodéchets qui sont collectés dans l'Union européenne. Et 16%, parce qu'il y a les déchets de jardin et le gaspillage alimentaire. Et pour les gaspillages alimentaires, c'est que 16% en Europe. Pour la France, de manière générale, c'est 16% en général. Et pour le gaspillage alimentaire, c'est un petit peu plus élevé, c'est 21%. Donc, le but de cette étude, c'est vraiment de montrer qu'il y a un potentiel pour récolter les biodéchets et les traiter de manière
d'une bonne manière, il y a un énorme besoin là-dessus, parce que ces déchets qui ne sont pas collectés, ils vont être enfouis, donc produire du méthane, ou incinérés avec des émissions de CO2, alors qu'en fait, ils pourraient être traités et ensuite compostés, par exemple, pour nourrir le sol, ou méthanisés, produire du gaz, et après composter, pour encore une fois nourrir le sol. Donc, c'est un appel à vraiment se concentrer là-dessus, d'autant plus qu'une fois qu'on collecte les biodéchets, on a aussi des flux plus purs de déchets pour le reste. Dès qu'on enlève les biodéchets, il y a beaucoup moins d'OMR et surtout, ce qui va être envoyé pour le recyclage est beaucoup plus pur parce que la contamination, c'est souvent les biodéchets. Donc voilà, c'est un appel à agir là-dessus. Voilà, c'est tout. Et merci de votre attention. J'ai mis mon adresse mail aussi, donc n'hésitez pas si vous voulez la présentation, je ne sais pas si elle va être envoyée après, ou des outils, voilà, n'hésitez pas à me contacter, on est là pour ça. Merci Voilà. beaucoup, Pierre. J'ai déjà quelques petites questions. Est-ce que je peux te les poser tout de suite? Je pense que ce serait pas mal. Il y a déjà plusieurs questions dans le chat. Donc, ça peut être pas mal de revenir un peu sur certains détails. Alors, d'abord, sur la partie un peu plus généraliste, sur les directives qui ne concernaient pas seulement les biodéchets, mais aussi les plastiques. Il y avait quelques questions sur les taux de recyclage. Par exemple, est-ce que le plastique d'une bouteille sera-t-il intégralement recyclé ou pas? Il y avait quelques petites questions un peu comme ça. Est-ce que tu peux répondre? Ouais. Alors en fait, ça dépend beaucoup de la manière dont les déchets sont collectés. C'est-à-dire que quand il y a une collecte mélangée, et encore on parle des bouteilles en plastique parce que les bouteilles en plastique, c'est du plastique PET, et donc c'est un peu un des seuls plastiques qu'on arrive vraiment à recycler et à faire quelque chose avec. Si le système de collecte est mélangé avec d'autres déchets, souvent ça va être un petit peu compliqué de faire du recyclage pour un produit qui est équivalent. C'est-à-dire qu'une bouteille qui va être recyclée, elle ne va pas forcément faire une bouteille. Souvent, quand c'est mélangé, ça va être plus compliqué et ça va être ce qu'on appelle du downcycling ou du sous-cyclage. Ça veut dire qu'on va faire, par exemple, des vêtements synthétiques, mais avec lesquels on ne peut plus rien faire. Pour la collecte mélangée. Maintenant, avec les systèmes de consigne, comme il y a, par exemple, en Allemagne ou dans certains pays du Nord, on arrive parfois à avoir des flux extrêmement purs de bouteilles PET avec lesquelles on va pouvoir faire des nouvelles bouteilles en plastique. Mais souvent, dans cette production de nouvelles bouteilles en plastique, il va y avoir quand même un besoin d'inclure des matières premières, donc non recyclées. Je sais qu'en général, c'est difficile pour les producteurs de bouteilles en plastique d'avoir plus de 30% de matières secondaires de plastique recyclé dans la bouteille, et il va y avoir un besoin de 70% de matières premières. Donc voilà, je suis incapable de donner une réponse super concrète là-dessus parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse concrète. Ça dépend vraiment du système de collecte et ouais, ça dépend énormément du système de collecte. Mais de manière générale, c'est très rare qu'on fasse des bouteilles en plastique qui sont faites à partir de 100% de plastique recyclé. Je crois que certaines industries disent qu'elles y arrivent, mais c'est quand même assez rare. En général, il va y avoir un apport de plastique vierge ou ça va être du sous-cyclage pour faire des vêtements synthétiques, par exemple. Très bien. Bah, merci pour cette question un peu plus technique et un petit peu à côté du sujet de ce matin. Mais il y avait une autre question qui était un peu plus sur ton tableau, le dernier tableau sur les biodéchets collectés et sur les 27%. Est-ce que ça inclut les TMB ou pas? Parce que la collecte séparée en France est quand même un peu plus basse, si les chiffres me semblent bons. Ouais. Alors, je ne connais pas exactement la méthodologie derrière chaque pays, mais effectivement, si la collecte est basse, il me semble que c'est 3-4% du territoire qui est couvert en France par la collecte des biodéchets. Ouais. Donc effectivement, ça doit compter, les TMB. Mais il faudrait vérifier, je ne saurais pas donner exactement la réponse. Mais je pense aussi, après, c'est un problème de chiffres du coup à uniformiser à l'échelle des différents pays. Donc, c'est aussi pour ça qu'on se heurte à cette question. Il y avait une dernière question sur les principales bonnes pratiques des autres pays européens de faire mieux
quelles sont ces meilleures pratiques pour la collecte et le traitement des biodéchets à la source, en fait? Est-ce qu'il y a d'autres retours d'expérience européens? Alors, on va enchaîner après avec, tout à l'heure, on en reparlera probablement avec Luca Menessini, mais est-ce que toi, tu as déjà quelques éléments de réponse? Oui, alors, il y a l'Italie qui a mis en place un système national de collecte des biodéchets, mais qui est là depuis très très longtemps, hein, il me semble, depuis il me semble plus d'une dizaine d'années. Et alors, je ne me rappelle plus exactement sur le tableau quel est le pourcentage pour l'Italie, mais il me semble que ça doit être un des plus élevés. Donc il y a une législation qui est vraiment mise en place là-dessus. Ensuite, on va avoir beaucoup de bonnes pratiques locales. Et la plus connue, ça va être la ville de Milan, qui est une grande ville, mais qui a mis en place un système de collecte des déchets et notamment des biodéchets qui est très performant, avec, il me semble aujourd'hui, un taux de recyclage qui est 65%, donc qui est énorme pour une ville de 1,2 million d'habitants. Donc leur système de gestion des déchets à Milan est très bon, mais ce qu'on voit, c'est quand on zoome un peu dessus, c'est du fait de leur méthode de collecte des biodéchets. Donc il y a un système de tarification incitative, et il y a aussi un système adapté pour la collecte en immeuble, qui est la plus problématique pour les déchets, pour les biodéchets. Donc il y a Milan, bon, ensuite il y en a plein d'autres. Je pense à Ljubljana, par exemple, capitale de la Slovénie, qui a aussi adopté une stratégie zéro waste, mais donc qui se concentre principalement sur les biodéchets. Donc ça, c'est pour les grosses villes, un petit peu sur ce qui est gestion des déchets. Après, je ne vais pas parler trop longtemps, mais pour nos cas d'études, il y a Besançon qui a beaucoup de compostage collectif, mais aussi la région de Pontevedra en Galicia, en Espagne, en Galice, en Espagne, qui tente de mettre en place la collecte des biodéchets seulement via des compostages collectifs ou individuels, parce que c'est une région qui est pas très dense, mais ils essaient quand même de couvrir 1 million d'habitants via des compostages collectifs. Évidemment, je crois qu'il y aura quand même une petite partie de collecte pour aller dans des usines de compostage, mais ils ont mis en place quelque chose d'assez ambitieux à ce niveau-là. Mais dernier message là-dessus, ce qu'on voit, c'est qu'une collecte des biodéchets, la stratégie de collecte des biodéchets, c'est jamais juste les biodéchets, c'est revoir toute la stratégie de gestion des déchets. C'est comment, en se concentrant sur les biodéchets, par exemple, on va réduire la collecte d'OMR, qui constitue la majorité des sacs, comment on va du coup réduire la quantité de déchets qui va en incinération, en enfouissement, à ce moment-là réduire les coûts, mais aussi augmenter la qualité des déchets qui vont être recyclés, donc plus de revenus de ces déchets-là. Donc, il faut toujours le voir comme quelque chose de systémique, changer la gestion des déchets de manière générale.